Un millionnaire fut choqué lorsqu'il se rendit pour collecter un loyer en retard et vit une fillette noire coudre, épuisée. Richard Coleman ne s'attendait jamais à découvrir une telle scène lorsqu'il frappa à la porte pour réclamer un loyer en retard. Une fillette noire, âgée d'à peine 10 ans, était penchée sur une vieille machine à coudre, ses petits doigts couverts de bandages de fortune, son visage marqué par l'épuisement. Lorsqu'elle leva les yeux, une dignité silencieuse le désarma complètement. « Ma mère dort, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Puis-je vous aider avec quelque chose? » L'appartement était petit, faiblement éclairé, avec une atmosphère lourde, comme un lieu chargé d'histoire. Dans un coin de la pièce, des piles soignées de tissus colorés étaient la seule touche de vitalité dans cet environnement gris. Richard, dans son costume italien taillé sur mesure, se sentit soudain déplacé, comme un intrus dans un territoire sacré. « Je suis ici pour le loyer, » dit-il en ajustant sa cravate dans un geste automatique. « Vous avez 2 semaines de retard. » La fillette ne se laissa pas intimider. Elle posa calmement son aiguille, s'approcha d'une boîte en bois et en sortit une enveloppe froissée. « Ce n'est que la moitié, » expliqua-t-elle. « Le reste viendra quand j'aurai fini ces robes. » Richard prit l'enveloppe et compta les billets usés, ressentant un mélange de gêne et de curiosité. Comment une enfant de cet âge pouvait-elle parler de paiement avec autant de maturité? Pourquoi travaillait-elle au lieu d'être à l'école? Et où étaient les adultes responsables? À cet instant, une violente quinte de toux résonna depuis la chambre. La fillette ne s'alarma pas. Elle leva brièvement les yeux, comme si elle écoutait un son familier. « Ma mère est malade, » expliqua-t-elle simplement. « Je dois finir ce travail d'ici demain. Madame Patterson paye bien et envoie toujours plus de clients. » Richard ne répondit pas. Il observait la scène, les petites mains marquées par le travail, les yeux fatigués mais déterminés, la pile de vêtements soigneusement cousus. Il avait grandi dans des manoirs, fréquenté des écoles privées, hérité d'un empire immobilier. Le contraste entre leurs expériences de vie était comme 2 univers parallèles qui n'auraient jamais dû se croiser. « Comment vous appelez-vous? » demanda-t-il enfin. « Zoé, » répondit-elle en retournant à sa machine. « Zoé Williams. » En quittant l'appartement, Richard ressentit quelque chose d'inhabituel, un malaise qu'il ne pouvait nommer. Il était habitué à voir ses propriétés comme des chiffres sur des tableurs, non comme des foyers pour des personnes confrontées à des luttes quotidiennes. Dans sa Tesla rutilante, il observa le quartier délabré par la fenêtre. Cet immeuble n'était qu'un parmi tant d'autres dans son portefeuille, acheté comme un investissement dans une zone en devenir, un terme utilisé par ses partenaires pour décrire des communautés noires et immigrées qui seraient bientôt chassées par la gentrification. 2 jours plus tard, un appel inattendu interrompit sa réunion avec des investisseurs. « Monsieur Coleman, ici l'hôpital Mercy. Nous vous contactons au sujet d'une patiente, Elaine Williams. Vous avez été indiqué comme contact d'urgence par sa fille. » Il ne se souvenait pas avoir donné son numéro, mais le nom de famille le fit sortir immédiatement de la salle de conférence. À l'accueil de l'hôpital, il trouva Zoé assise seule, avec la même expression de dignité silencieuse, mais les yeux rougis d'avoir pleuré en secret. « Ils ne me laissent pas la voir, » dit Zoé sans préambule. « Ils disent que je suis trop jeune pour être seule dans la chambre et qu'il me faut un adulte responsable. Je leur ai donné votre numéro parce que vous êtes le propriétaire de notre maison. » La simplicité de cette logique enfantine le frappa de plein fouet. Pour Zoé, le propriétaire était la figure d'autorité la plus proche qu'elle pouvait solliciter en cas d'urgence. Qu'est-ce que cela révélait sur la vie de cette fillette? Pendant qu'ils attendaient, Richard en apprit davantage. Elaine Williams était couturière et travaillait à domicile depuis que sa maladie s'était aggravée. Zoé avait appris à coudre en observant sa mère et prenait désormais en charge les commandes qu'elle ne pouvait pas honorer. À 11 ans, elle gérait les paiements, négociait les délais et s'occupait seule de la maison. Ce que Richard ignorait encore,
c'est que cette rencontre allait transformer sa vie de manière imprévisible. Il ne savait pas qu'au-delà de cette porte d'hôpital, une révélation l'attendait. Une vérité reliant son passé privilégié au présent de cette fillette d'une manière que personne dans cette ville n'aurait pu soupçonner. Si cette histoire de courage, de sacrifice et de rédemption a touché votre cœur, inscrivez-vous pour découvrir comment une rencontre apparemment fortuite allait révéler des secrets gardés pendant des décennies et changer à jamais la vie d'un homme qui pensait que l'argent était la seule mesure de la valeur dans ce monde. À l'intérieur de l'hôpital Mercy, Richard suivit Zoé jusqu'aux soins intensifs. Une infirmière au regard sévère les arrêta. « Famille proche uniquement, » dit-elle, observant Richard avec suspicion dans son costume coûteux. « C'est mon oncle, » mentit Zoé sans hésiter. L'infirmière les dévisagea, doutant clairement de la parenté entre l'exécutif blanc et la fillette noire, mais céda. Elaine Williams était reliée à des tubes et des moniteurs, son corps frêle presque englouti sous les draps de l'hôpital. « Pneumonie compliquée par une tuberculose », expliqua le Dr Carson. « Madame Williams a besoin d'une hospitalisation prolongée. »« Combien de temps ?» demanda Richard. « Au moins 3 semaines, puis des soins à domicile. » Dans l'intimité du couloir, Zoé s'effondra enfin. « Ils vont m'emmener. »« Qui? » ?»« Les services sociaux. Si ma mère reste ici plus de 3 jours, ils découvriront que je suis seul. C'est déjà arrivé. Ils ont failli me placer en foyer. » À cet instant, une femme noire d'âge moyen, portant un badge d'assistante sociale, s'approcha. « Zoé Williams, je suis Diana Morris des services de protection de l'enfance. Nous devons discuter de votre placement temporaire. » La panique traversa le visage de la fillette. Richard réalisa qu'elle était sur le point de s'enfuir. « Elle est sous ma supervision, » dit-il, se surprenant lui-même. « Je suis Richard Coleman, le propriétaire de l'immeuble où elle vit. Je m'occupe d'elle temporairement à la demande de sa mère. » Diana le regarda avec scepticisme. « Avez-vous des documents pour le prouver? »« Je peux arranger cela. J'ai un avocat qui peut tout préparer aujourd'hui. » Au cours des jours suivants, Richard plongea dans un monde qui lui était étranger. Son avocat, Martin Goldstein, pensa qu'il était fou lorsqu'il expliqua qu'il voulait obtenir la garde temporaire. « Richard, vous n'avez aucune expérience avec les enfants. Les services sociaux n'approuveront jamais. »« Alors, faites en sorte qu'ils approuvent, » répondit-il sèchement. « Cette fille n'ira pas en foyer. » Pendant que les démarches légales avançaient, Richard emmena Zoé dans son luxueux penthouse. La fillette marchait comme si elle craignait de casser quelque chose rien qu'en regardant. « Tu peux choisir la chambre que tu veux, » dit-il. « Je préférerais rester près de ma mère, » répondit-elle. « Je peux dormir à l'hôpital. »« Ce n'est pas autorisé, Zoé, et tu as besoin de te reposer. »« J'ai du travail à faire. Madame Patterson m'a payé d'avance. » Richard observa ses petites mains cailleuses. « Nous n'avons pas besoin de cet argent pour le moment. »« Moi, si, » répondit-elle avec intensité. « C'est ma responsabilité. » Le lendemain, ils rencontrèrent une assistante sociale dans le bureau de Martin. « Monsieur Coleman, il est inhabituel qu'un homme célibataire sans lien familial demande la garde d'une fillette, » dit Diana. « Je ne fais qu'aider une locataire. L'alternative est un système qui la séparerait de sa mère. » Diana regarda Zoé qui restait silencieuse mais alerte. « Qu'en penses-tu, Zoé? Préférerais-tu rester avec Monsieur Coleman ou aller dans une famille d'accueil? »« Monsieur Coleman me laisse travailler, » répondit-elle sincèrement. « Dans les foyers, ils ne le permettent pas. Et si je ne travaille pas, nous perdrons notre appartement. » En sortant, Diana prit Richard à part. « Je vous surveille, Monsieur Coleman. Si je trouve quoi que ce soit de suspect, j'agirai immédiatement. » Ce que personne ne remarqua, c'est Victoria Reynolds, qui les observait depuis sa voiture garée.
Victoria, directrice du conseil d'administration de Coleman Estates, était connue pour son intransigeance. Lorsqu'elle avait vu Richard rejoindre le conseil quelques années plus tôt, elle l'avait perçu comme une menace à son contrôle. Maintenant, en photographiant discrètement la scène, elle sourit. Entre-temps, Richard découvrit quelque chose d'intriguant dans les documents de l'immeuble. « Votre loyer n'a pas augmenté depuis 5 ans, remarqua-t-il. Tous les autres immeubles de la zone ont été ajustés. Ma mère disait qu'elle avait un arrangement avec l'ancien propriétaire, expliqua Zoé. Elle reprisait ses vêtements gratuitement. Mais... Et maintenant, tu as pris sa place, constata Richard, reliant les pièces du puzzle. Au siège de Coleman Estates, Victoria présenta sa découverte. Richard héberge une enfant noire sans lien familial prouvé. La presse s'en donnerait à cœur joie. « Que suggérez-vous? » demanda un membre. « Je suggère que Richard fait preuve d'instabilité émotionnelle, mettant en danger la réputation de l'entreprise, » répondit-elle froidement. « Et je propose que nous envisagions des mesures pour protéger nos intérêts. » Ce que Victoria ignorait, c'est que pendant qu'elle complotait pour utiliser Zoé contre Richard, la fillette tissait déjà son propre filet de sécurité. Entre les points de couture et les visites à l'hôpital, elle observait, écoutait et consignait chaque information, des conversations téléphoniques de Richard aux documents qu'il laissait négligemment sur la table. Dans son cahier d'école, entre les leçons de mathématiques, une chronique méticuleuse prenait forme. Et quelque part dans cet enchevêtrement de fils invisibles se trouvait la vérité sur pourquoi, parmi tous les appartements de la ville, sa mère avait insisté pour vivre dans cet immeuble appartenant au Coleman, une vérité qui allait changer à jamais l'équilibre des pouvoirs dans cette famille d'élite. Une semaine plus tard, Richard reçut un appel inattendu. Victoria Reynolds demandait sa présence immédiate au siège de Coleman Estates pour une réunion extraordinaire du conseil. Le ton glacial de sa secrétaire suggérait que ce n'était pas une convocation amicale. « Ils vont essayer de t'évincer », prévint Martin, son avocat, lorsque Richard le consulta. « Victoria a enquêté sur toi et la fille. Mes sources disent qu'elle va utiliser cela pour remettre en question ta capacité mentale. » Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état d'Elaine Williams s'était stabilisé, mais elle restait semi-consciente, incapable de répondre aux questions qui s'accumulaient. Dans l'appartement de Richard, Zoé travaillait frénétiquement à sa machine à coudre, mais ce n'étaient pas des robes qu'elle produisait. C'étaient des pièces d'un puzzle bien plus vaste. « Tu vas vraiment les affronter? » demanda Zoé, levant les yeux de son travail alors que Richard se préparait pour la réunion. « Je dois y aller. C'est aussi mon entreprise. »« Alors, prends ça, » dit-elle en lui tendant son cahier d'école. « Page 27. » Richard ouvrit le cahier et se figea. À l'intérieur, soigneusement organisé, se trouvaient des coupures de journaux, des copies de documents et des notes précises avec des dates et des noms. Au centre de la page, une coupure jaunie montrait une photo de son propre père, William Coleman, posant à côté d'un groupe de travailleurs. Parmi eux, une jeune Elaine Williams. « Où as-tu trouvé ça? » ?»« Ma mère le gardait dans une boîte. Elle travaillait dans le premier immeuble de Coleman Estates, cousant des uniformes pour les employés. Votre père avait promis à tout le monde une part des bénéfices, mais ensuite... » Zoé laissa la phrase en suspens, son regard intense disant le reste. Richard se souvenait vaguement d'une vieille controverse, quelque chose que son père avait enterré sous des accords de confidentialité. Des dizaines d'employés des débuts de l'entreprise, majoritairement noirs, avaient été licenciés sans la compensation promise lorsque l'entreprise avait décollé. « Il y a plus », continua Zoé, tournant la page. Victoria était la directrice juridique à l'époque. C'est elle qui a rédigé les faux contrats pour que personne ne puisse se plaindre. Lorsque Richard entra dans la salle de réunion aux parois de verre au 40e étage,
les 9 membres du conseil étaient déjà assis. Victoria, impeccable dans son tailleur gris, sourit avec l'assurance de quelqu'un qui tient toutes les cartes. « Messieurs, » commença-t-elle, « j'ai convoqué cette réunion car un problème sérieux compromet l'image de Coleman Estates. » Elle projeta sur l'écran les photos de Richard et Zoe quittant les services sociaux. Richard Coleman a illégalement hébergé une mineure noire sans lien familial, mettant notre entreprise en danger de scandale. Des murmures parcoururent la table. Victoria continua, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. « Je propose une mise en congé temporaire pendant que nous évaluons ses capacités de leadership. » Richard resta silencieux, tandis que les membres du conseil échangeaient des regards gênés. Lorsqu'elle eut fini, il ouvrit simplement son ordinateur portable et le connecta au projecteur. « Avant que vous ne votiez, j'aimerais présenter des documents qui viennent de me parvenir. » Le contrat original signé par son père apparut à l'écran, promettant des options d'achat d'actions aux 50 premiers employés de l'entreprise, avec la signature d'Elaine Williams clairement visible. Ensuite, le document modifié qui avait remplacé l'original, portant la signature de Victoria autorisant le changement. Ces documents montrent comment Victoria Reynolds a personnellement orchestré la fraude qui a privé des dizaines de familles noires de leur part légitime dans notre entreprise. Richard se tourna vers Victoria, dont le visage avait blêmi. Des parts qui, avec les intérêts composés, vaudraient environ 25 millions de dollars aujourd'hui. Victoria se leva brusquement. C'est ridicule. Des documents falsifiés par une enfant. Ce sont les originaux des dossiers de mon père, interrompit Richard, que j'ai découvert grâce à Zoe Williams, la fille de l'une des personnes que vous avez aidé à frauder. Un choc parcourut la salle. L'un des conseillers seniors retira ses lunettes et se frotta les yeux. « Monsieur Peterson, » demanda Richard, « vous vous souvenez de cette époque, n'est-ce pas? Vous travailliez avec mon père quand tout cela s'est produit. » « Merci. » L'homme hocha lentement la tête. « Je me souviens des rumeurs, mais William nous avait assuré que tout le monde avait été correctement indemnisé. » « Un mensonge perpétré par Victoria, » répondit Richard. Puis, il projeta des emails conservés par son père. Des conversations entre Victoria et William Coleman, discutant de la manière de couvrir la fraude commise contre les employés noirs. Victoria attrapa son téléphone, mais Martin, qui était entré discrètement dans la salle, intervint. « Ne vous inquiétez pas, Madame Reynolds. Nous avons déjà envoyé des copies de ces documents au ministère de la Justice, à la Commission des opérations de bourse et aux principaux médias. Je vous suggère de réserver vos appels pour votre avocat pénaliste. » Pour la première fois, Victoria Reynolds, la femme qui avait bâti sa carrière sur le dos de personnes comme Elaine Williams, parut vulnérable. Son empire de mensonges s'effondrait alors que ses conseillers exigeaient sa démission immédiate. Le lendemain, les journaux titraient « Scandale chez Coleman Estates. Des décennies de discrimination raciale exposées. » Les actions de l'entreprise chutèrent de 30% dans les premières heures de cotation. Pendant que Victoria faisait face à des enquêtes fédérales, Richard retourna à l'hôpital où Elaine Williams s'était réveillée. Chevet de sa mère, Zoe sourit pour la première fois depuis leur rencontre. « Ma mère disait toujours que la vérité finit par trouver son chemin, » dit la fillette, tenant la main frêle d'Hélène. « Même si cela prend une génération. » Ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est que ce n'était que le début d'une transformation encore plus grande. Alors qu'Hélène reposait dans son lit d'hôpital, regardant Richard et sa fille côte à côte, un secret encore plus profond planait entre eux, un secret qui allait redéfinir non seulement l'entreprise, mais l'identité même de toutes les personnes impliquées. 3 mois après le scandale, le nom Coleman représentait quelque chose de complètement différent à Boston.
Le siège de Coleman Estates avait été transformé avec une nouvelle enseigne à l'entrée. Coleman et Williams Holdings, un changement qui symbolisait bien plus qu'un partenariat commercial. Richard avait fait l'impensable. Après avoir confirmé par un test ADN ce que son cœur savait déjà, il l'annonça officiellement lors d'une conférence de presse. Zoe Williams était sa fille biologique. L'histoire de ma famille a été construite sur le vol systématique du travail et de la dignité des personnes noires, déclara-t-il, avec Zoe et une Hélène encore en convalescence à ses côtés. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux réécrire l'avenir. Le fonds de réparation Coleman, créé avec 40% des actions de l'entreprise, lança le processus d'indemnisation des anciens employés et de leurs familles. Pour les 23 qui étaient déjà décédés, dont certains sans héritiers connus, l'argent fut dirigé vers des bourses pour les jeunes noirs des communautés défavorisées. Dans la nouvelle salle de réunion, où autrefois seuls des hommes blancs décidaient du sort des propriétés dans des quartiers majoritairement noirs, des représentants des communautés elles-mêmes siégeaient désormais avec un réel pouvoir de décision sur les investissements et le développement. Victoria Reynolds, quant à elle, faisait face à de multiples accusations fédérales. Son empire de mensonges, bâti sur des décennies, s'effondra en quelques semaines. Les preuves étaient irréfutables. Entre les témoignages d'anciens employés et les documents internes, le ministère de la Justice constitua un dossier accablant. « C'est la fille », marmonnait Victoria dans des conversations privées avec ses avocats. Comment une enfant a-t-elle découvert ce que des avocats d'entreprise ont caché pendant des décennies? La réponse était plus simple qu'elle ne l'imaginait. Elaine Williams avait été bien plus qu'une couturière. En tant que secrétaire adjointe dans les premières années de l'entreprise, elle avait eu accès à des documents que les autres employés n'auraient jamais vus. Sentant la fraude qui se préparait, elle avait commencé à conserver des copies. Pendant des années, elle avait gardé ses preuves cachées, attendant le bon moment. « Je savais qu'un jour Richard reviendrait dans nos vies », expliqua Hélène à Zoé alors qu'elle se rétablissait à la maison. « Pas pour moi, mais pour toi. » Alors, j'ai tout gardé, tout ce qui pouvait prouver qui il était vraiment, le bon comme le mauvais. Dans l'ancienne salle de couture, désormais transformée en bureau pour Zoé, père et fille eurent de longues conversations, parfois inconfortables, sur le privilège, la race et un système qui permettait à une enfant noire de travailler dans des conditions qu'aucun enfant blanc n'aurait jamais dû endurer. La vraie honte, ce n'est pas que tu sois venu réclamer le loyer, dit Zoé un après-midi, en montrant à Richard son nouveau projet scolaire. C'est que tu n'aies jamais rien remarqué avant. Le projet Point Kirolint transforma l'ancien immeuble où elle vivait en une école d'arts et d'artisanat axée sur la couture, le design et l'entrepreneuriat pour les jeunes de communautés marginalisées. La première classe, composée de 30 filles, fut encadrée par Zoe, qui, à 12 ans, enseignait déjà des techniques que de nombreux professionnels ignoraient. 6 mois après l'effondrement de l'ancienne Coleman Estates, Victoria Reynolds fut condamnée à 9 ans de prison pour fraude, falsification et entrave à la justice. Le même jour, le projet de réhabilitation urbaine de la nouvelle entreprise fut approuvé par le conseil municipal, un plan qui rénoverait les quartiers sans déplacer les résidents d'origine, avec des garanties contractuelles d'accessibilité pour les familles à faible revenu. Certaines personnes mettent une vie entière à apprendre ce que j'ai appris en 6 mois, réfléchit Richard lors d'une interview. Que la richesse sans but n'est qu'une accumulation vide. Que le privilège sans responsabilité est une forme de violence silencieuse. Dans la nouvelle maison familiale, Hélène retrouvait enfin ses forces. Les mains qui avaient travaillé sans relâche pendant des années dirigeaient désormais une équipe de couturières, créant une ligne d'uniformes scolaires qui serait donnée aux écoles publiques de la région.
Un après-midi d'automne, alors que Zoé ajustait une nouvelle robe pour sa mère, Richard entra dans la pièce avec une vieille boîte. « J'ai trouvé ça dans les dossiers de mon père », dit-il en l'ouvrant soigneusement. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dessins d'uniformes et de vêtements d'entreprise, tous signés par Elaine Williams, datés d'il y a 20 ans. Des dessins que l'entreprise avait utilisés sans jamais lui accorder de crédit ni de compensation appropriée. « Il savait tout ce temps que tu étais la vraie créatrice, » dit Richard, la voix brisée. Et pourtant, il a laissé Victoria exécuter ce plan. Elaine prit l'un des croquis, passant ses doigts sur le papier jauni. « Je n'ai jamais dessiné pour l'argent ou la reconnaissance. Je dessinais parce que c'était ce que j'aimais faire. »« C'est pourquoi tes créations étaient si bonnes, » répondit Zoé avec fierté. « C'est pourquoi les miennes le sont aussi. » Cette nuit-là, alors que la ville dormait, 3 générations unies par le sang, séparées par le privilège et enfin reconnectées par la justice, planifièrent un avenir où le mérite et les opportunités ne seraient pas déterminés par la couleur de la peau ou le code postal de naissance. Un homme qui découvrit que son véritable héritage ne résidait pas dans les biens immobiliers qu'il possédait, mais dans la fille qu'il avait failli ne pas connaître. Une femme dont le talent avait été volé, mais dont la dignité était restée intacte. Et une fillette qui, avec une aiguille et du fil, cousit non seulement des robes, mais un pont entre des mondes qui semblaient irréconciliables. Alors que des milliers d'enfants comme Zoé continuent de faire face à des barrières invisibles chaque jour. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le véritable changement commence lorsque ceux qui détiennent le pouvoir choisissent de voir au-delà de leurs propres privilèges. Si cette histoire a touché votre cœur, inscrivez-vous pour découvrir d'autres récits qui montrent comment de petits actes de courage peuvent défier des systèmes entiers d'injustice, prouvant que le véritable héritage ne se mesure pas en compte bancaire, mais en vie transformée.